Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. M. William Stendhal s'arrêta dans sa citation. Là, sur une basse colline noire, se dressait la maison, portant gravée dans la pierre l'inscription 2005 AD. Mr. Biglow, l'architecte, déclara. Tout est terminé. Voilà la clé, monsieur Stendhal. Les deux hommes se tenaient immobiles, silencieux, dans le paisible après-midi d'automne. Des calques bleus bruissaient à leurs pieds dans l'herbe terreuse. La maison Usher, dit monsieur Stendhal avec satisfaction. Conçue, bâtie, achetée, payée. Monsieur Poe ne serait-il pas ravi? C'est bien ce que vous vouliez, monsieur? Demanda monsieur Biglow en louchant. La couleur est-elle réussie? Donne-t-elle l'impression de la désolation et de la terreur? L'impression la plus sombre, parfaitement. Et les murs, est-ce qu'ils sont bien blafards? Étonnamment. L'étang est-il assez noir et lugubre? Incroyablement noir et lugubre. Et les joncs, nous les avons teints, vous savez. Est-ce bien le grisâtre voulu? Hideux. Monsieur Biglow consulta ses papiers, puis il reprit ses citations. L'ensemble de la construction provoque-t-il une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée? La maison, l'étang, la terre, monsieur Stendhal. Monsieur Biglow, il n'y a pas un mot à redire. Dieu, c'est magnifique. Merci. J'ai dû travailler dans une ignorance totale. Dieu soit loué, vous disposiez de vos fusées personnelles. Sinon, nous n'aurions jamais obtenu l'autorisation d'amener ici toutes les fournitures. Vous noterez le crépuscule permanent, le mois d'octobre invariable, la terre nue, stérile, morte. Nous avons eu bien du mal. Tout a été tué. 10 000 tonnes de DDT. Il ne reste pas un serpent, pas une grenouille, pas une mouche martienne. Le crépuscule permanent, monsieur Stendhal, je dois dire que j'en suis assez fier. Il y a des machines cachées pour obscurcir le soleil, une ambiance toujours sinistre, comme convenu. Stendhal se pénétrait de cette tristesse, de l'accablement, des valeurs pestilentielles, de l'atmosphère entière si subtilement créée. Et la maison, cette horreur croulante, cet étang magnifique, les fongosités, le vaste délabrement, le tout à base de manières plastiques ou autres, comment le savoir? Il leva les yeux vers le ciel d'automne. Quelque part, très loin, devait briller le soleil. Ailleurs, c'était le mois d'avril sur Mars, un mois doré sous un ciel bleu. Au-dessus d'eux, passaient des fusées qui venaient civiliser une planète merveilleusement morte. Le rugissement aigu de leur trajectoire était amorti par ce monde triste et ouaté, ce monde ancien d'automne. Maintenant que ce travail est terminé, dit Biglow mal à l'aise, puis-je vous demander ce que vous comptez faire de tout ceci? De la maison Usher? Vous n'avez pas deviné? Non. Le nom d'Usher ne vous rappelle rien? Rien. Voyons, et cet autre nom, Alan Edgar Poe? M. Biglow secoua la tête. Évidemment. Stendhal émit un bref grognement de mépris et de déception mêlés. Comment ai-je pu penser un instant que vous connaissiez le divin M. Poe? Il est mort il y a bien longtemps, avant Lincoln. Tous ses livres ont été brûlés dans le grand incendie, il y a 30 ans, en 1975. Ah, dit M. Biglow, sentencieux, il en était. Oui, il en était, Biglow. Lui, Lovecraft, Hawthorne, Ambrose Pierce, tous les contes horribles et fantastiques, et du même coup, toutes les histoires d'anticipation ont été brûlées, sans aucune pitié. Ils ont voté une loi. Oh, ce n'était presque rien au début. Un grain de sable, de 1950 à 1960. Ils ont commencé par censurer les albums satiriques, puis les romans policiers, et bien entendu les films. D'une façon ou de l'autre, tel ou tel groupe s'en mêlait, sous des prétextes politiques, ou la pression d'associations variées, pour des préjugés religieux. Il y avait toujours une minorité effarouchée par je ne sais quoi, et une vaste majorité qui avait peur du mystère, du futur, du passé, du présent, peur d'elle-même et de ses ombres. Je vois. Peur du mot politique, finalement devenu synonyme de communisme dans les milieux les plus réactionnaires, d'après ce que j'ai cru comprendre, et le seul emploi de ce mot pouvait vous coûter la vie. Et en bloquant une vis par-ci, un verrou par-là, en poussant, tirant, pressant,
l'art et la littérature sont devenus une énorme tresse de guimauve, solidement nouée, ficelée et étranglée, qui a perdu pour finir toute souplesse et toute saveur. Ensuite, les caméras se sont arrêtées. Les salles de spectacle se sont éteintes, et les presses à imprimer qui inondaient le monde de lecture n'ont pu distiller qu'au compte-gouttes une copie insipide et absolument inoffensive. Oh, le mot évasion aussi était radical, je vous le garantis. Vraiment ? Vraiment, chacun, disait-il, doit regarder la réalité en face, vivre le présent immédiat. Tout ce qui est autre doit disparaître. Tous les beaux mensonges littéraires et les fictions ailées doivent être abattus en plein vol. Alors, ils les ont tous alignés contre le mur d'une bibliothèque, un dimanche matin il y a 30 ans, en 1975. Ils les ont alignés, Saint-Nicolas et le cavalier sans tête, Blanche-Neige, le petit Pousset et ma mère Loi. Oh, quelle tristesse! Et ils les ont abattus. Ils ont brûlé les châteaux de papier, les grenouilles fées, les vieux rois, et tous ceux qui, à la fin des histoires, vécurent toujours heureux, car il est avéré que personne n'a jamais connu ce bonheur-là, et il était une fois, est devenu jamais plus. Et ils ont balayé les cendres de Richaud, le fantôme avec les débris du pays d'Oz. Ils ont mis dans un sac les os de Glinda, la Bonne et d'Ozma, pulvérisé les couleurs dans les spectroscopes et servi Jack Tête de citrouille garni de meringues au bal des biologistes. Les haricots magiques ont été étouffés par la broussaille bureaucratique. La Belle au bois dormant s'est réveillée au baiser d'un savant pour mourir sous la fatale piqûre de sa seringue, et ils ont fait boire à Alice un poison qui l'a réduite à une si petite taille qu'on ne pouvait plus l'entendre crier, de plus en plus curieux. Et d'un coup de marteau, ils ont fracassé le miroir et chassé le roi de cœur et les huîtres. Il serra les poings. Dieu, c'était encore tout près. Congestionné, le visage rouge, il haletait. Monsieur Bigelow, ahuri par cette longue explosion, les yeux clignotants, dit enfin : « Je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour moi, ce ne sont que des mots. D'après ce qu'on m'a dit, le grand incendie a été une bonne chose. »« Fichez-moi le camp, » hurla Stendhal. « Vous avez fini votre travail. Maintenant laissez-moi seul, imbécile. » M. Bigelow rassembla ses ouvriers et s'en alla. M. Stendhal resta seul devant sa maison. « Écoutez-moi, dit-il aux fusées invisibles. Je suis venu sur Mars pour échapper à votre engeance de cervelle récurée. Mais vous vous habitez ici, plus nombreuses tous les jours, comme des mouches sur des rebuts de boucherie. Nous allons voir. Je vais vous donner une bonne leçon pour ce que vous avez fait à M. Poe sur Terre. À dater d'aujourd'hui, méfiez-vous. La maison Usher est ouverte. » Il brandit le poing vers le ciel. La fusée atterrit. Un homme en sortit d'un pas allègre. Il examina la maison, et ses yeux gris prirent une expression agacée et choquée. Il franchit le fossé et vint se planter devant le petit homme immobile. « Vous vous appelez Stendhal ? » ?»« Oui, je suis Garrett, inspecteur de l'hygiène morale. »« Tiens, la santé morale et sa clique ont finalement débarqué sur Mars. Je me demandais quand on vous verrait apparaître. »« Nous sommes arrivés la semaine dernière. Tout sera bientôt aussi propre et net que sur la Terre. » Il agita une carte vers la maison d'un geste irrité. « Si vous me parliez un peu de cet endroit, Stendhal. »« C'est un château hanté, si vous voulez. »« Je ne veux pas, Stendhal, je ne veux pas. » Ne serait-ce que ce mot « hanté », oh, c'est bien simple. En l'an de grâce 2005, j'ai construit un sanctuaire mécanique. À l'intérieur, des chauves-souris de cuivre volent sur des rayons électroniques. Des rats de cuivre courent dans des caves en plastique. Des squelettes robots dansent. Des vampires, des démons, des loups-garous, des fantômes robots, tout un monde fait de produits chimiques et d'ingéniosité vit là-dedans. C'est bien ce que je craignais, dit Garrett avec un sourire calme. J'ai peur que nous ne soyons forcés de détruire votre maison. Je savais que vous viendriez, dès que vous auriez découvert ce qui se passait ici. J'aurais dû venir plus tôt, mais, à l'hygiène morale, nous voulions nous assurer de vos intentions avant d'intervenir. Les démolisseurs et l'équipe d'incinération peuvent être ici pour l'heure du dîner. À minuit, votre maison sera rasée jusqu'aux fondations, monsieur Stendhal. Vous me semblez bien inconsidéré, dépenser tant d'argent, durement gagné,
pour cette sottise. Ma parole. Vous avez bien dû mettre 3 millions de dollars là-dedans. 4. Mais, monsieur Garrett, j'en ai hérité de 25, très jeune. Je peux me permettre ce gaspillage. C'est tout de même bien mortifiant de voir cette maison terminée depuis 1 heure à peine, et vos démolisseurs se précipiter dessus. Vous ne pourriez pas me laisser m'amuser avec mon jouet pendant, disons, 24 heures? Vous connaissez la loi. Elle est formelle. Pas de livre, pas de maison. Interdiction de produire quoi que ce soit qui puisse suggérer fantômes, fées, vampires ou toute autre créature née de l'imagination. Bientôt vous brûlerez les babites eux-mêmes. Vous nous avez causé bien des ennuis, monsieur Stendhal. C'est dans votre dossier il y a 20 ans, sur la Terre, vous et votre bibliothèque. En effet, moi et ma bibliothèque, et quelques-uns de mon espèce. Oh, Poe est oublié depuis longtemps maintenant, et Alice et tous les autres, mais j'avais une retraite cachée. Nous étions une petite minorité à conserver nos bibliothèques, quand vous m'avez envoyé vos hommes avec leurs torches et leurs incinérateurs. Vous m'avez déchiré et brûlé les 50 000 volumes, exactement comme vous avez poignardé le carnaval en plein cœur et déclaré à vos producteurs de films que s'ils voulaient travailler, ils n'avaient qu'à adapter et réadapter Ernest Hemingway. Bon Dieu, combien de fois ai-je vu Pour qui sonne le glas 30 versions différentes, toutes réalistes. Oh, le réalisme, quelle plaie. Ça ne sert à rien d'être amer. Monsieur Garrett, vous devez bien fournir un rapport complet, n'est-ce pas? Oui. Alors, par simple curiosité, je vous conseille d'entrer et de jeter un coup d'œil. Vous en avez pour 1 minute. Très bien, je vous suis. Et n'essayez pas de me jouer un sale tour, je suis armé. La porte de la maison Usher s'ouvrit en grinçant. Une bouffée d'humidité s'en échappa. Puis un immense soupir, un long gémissement s'élevèrent, comme un râle souterrain, issu de catacombes perdues. Un rat traversa en courant les dalles de pierre. Garrett poussa un cri et lui lança un coup de pied. Le rat tomba, et de sa fourrure de nylon s'envola un essaim de mouches métalliques. Stupéfiant, dit Garrett, en se penchant pour mieux voir. Une vieille sorcière, trônant dans une niche, promenait ses tremblantes mains de cire sur un jeu de tarot orange et bleu. Elle rejeta la tête en arrière et mit un sifflement à l'adresse de Garrett entre ses gencives édentées et tapota ses cartes graisseuses. « La mort !» cria-t-elle. « Voilà exactement à quoi je faisais allusion, » dit Garrett. « Déplorable. Mais je vous laisserai la brûler personnellement. »« Vraiment ?» dit Garrett d'un ton satisfait. Puis il fronça les sourcils. « Vous prenez les choses avec une légèreté. Il m'a suffi de pouvoir créer cet endroit, de pouvoir dire que je l'ai fait, que j'ai recomposé une atmosphère médiévale dans un monde moderne et incrédule. Je dois admettre que j'admire malgré moi votre génie inventif, monsieur. » Garrett suivait des yeux une sorte de vapeur qui passait en murmurant, dessinant vaguement la forme d'une femme très belle. Au fond d'un couloir moisi s'éleva le bourdonnement d'une machine. Comme des flocons de sucre lancés par une centrifugeuse, des lambeaux de brouillard se mirent à voltiger sous les voûtes silencieuses. Un gorille surgit brusquement du néant. « Oh là !» cria Garrett. « N'ayez pas peur !» Stendhal frappa le poitrail noir de l'animal. « Un robot ?» dit-il. « Squelette de cuivre, etc. Comme la sorcière, vous voyez ?» Il caressa le pelage à rebrousse-poil, et par-dessous, les tubes de métal apparurent. « Oui, » Garrett flatta le monstre d'une main timide. « Mais pourquoi, monsieur Stendhal, pourquoi tout ceci? Par quoi êtes-vous obsédé ?»« Par la bureaucratie, monsieur Garrett. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Le gouvernement s'en apercevra bientôt. » Il fit un signe de tête au gorille. « Allez maintenant. » Le gorille tua monsieur Garrett. « Sommes-nous prêts, Pikes ?» Pikes leva les yeux de la table. « Oui, monsieur. Vous avez fait des prodiges, mais je suis payé pour ça, monsieur Stendhal, » dit Pikes d'une voix douce, en soulevant la paupière de plastique du robot et en ajustant avec précision l'œil de verre aux muscles de latexite. « Voilà. Mais c'est monsieur Garrett tout craché. Que faisons-nous de lui, monsieur ?» Pikes désignait la tête, le plateau sur lequel gisait le cadavre du véritable Garrett. « Il vaut mieux le brûler, Pikes. Nous n'avons pas besoin de 2 monsieur Garrett, n'est-ce pas ?
Pikes roula M. Garrett jusqu'à l'incinérateur de briques. Adieu. Il poussa M. Garrett et claqua la porte. Stendhal dévisagea le robot Garrett. Vous connaissez vos instructions, Garrett? Oui, monsieur. Le robot s'assit. Je vais retourner à la santé morale. J'y établirai un rapport complémentaire, demanderai un délai minimum de 48 heures avant d'agir, dirai que je dois faire un complément d'enquête. Parfait, Garrett. Au revoir. Le robot gagna d'un pas rapide la fusée de Garrett, monta dedans et décolla. Stendhal se retourna. Et maintenant, Pikes, envoyons les dernières invitations pour ce soir. Je crois que nous n'allons pas nous embêter, n'est-ce pas? Je crois bien, d'autant que nous avons attendu 20 ans. Ils échangèrent un clin d'œil complice. 7 heures. Stendhal consultait sa montre. C'était bientôt le moment. Il fit tourner le sherry dans le verre qu'il tenait à la main, puis il s'assit posément. Au-dessus de lui, dans les poutres de chêne, les chauves-souris, leurs délicats corps de cuivre, cachés sous la chair de caoutchouc, criaient en le fixant de leurs yeux clignotants. Il leva son verre à leur adresse. À notre succès. Puis il se pencha en arrière, ferma les yeux et récapitula toute l'opération. Comment il allait la savourer au déclin de son âge, cette dette qu'il payait enfin au gouvernement antiseptique pour ses terreurs et ses dévastations dans la littérature. Oh, comme la haine et la fureur s'étaient accumulées en lui au cours des années, comme le plan avait lentement pris forme dans son esprit, jusqu'au jour où, 3 ans plus tôt, il avait rencontré Pikes. Ah oui, Pikes. Pikes rongé d'amertume, comme les parois calcinées d'un puits d'acide vert. Qui était Pikes? Le plus grand de tous, simplement. Pikes, l'homme aux 1000 visages, une furie, une fumée, une brume bleue, une pluie blanche, une chauve-souris, une gargouille, un monstre, tel était Pikes. Supérieur à Lon Chaney, le père? Stendhal réfléchit. Nuit après nuit, il avait observé Chaney dans ses vieux films. Oui, supérieur à Chaney, supérieur à cet autre épouvantail d'autrefois. Comment s'appelait-il? Karloff? Bien supérieur. Lugosi? La seule comparaison était odieuse. Non, il n'y avait qu'un seul Pikes. Et c'était un homme auquel toutes les fantaisies étaient interdites maintenant. Sans le moindre refuge sur la terre, sans personne pour l'admirer, il n'avait même pas le droit de jouer pour lui devant une glace. Pauvre Pikes, extravagant, terrassé, quelle affreuse sensation. Pikes la nuit, où ils ont saisi tous tes films, arrachant les entrailles de la caméra comme s'ils t'étripaient, pour les empiler, les écraser et les enfoncer dans une chaudière ardente. Était-ce aussi pénible que de voir 50 000 volumes carbonisés sans un mot de regret? Oui, oui. Stendhal, envahi d'une fureur insensée, sentit ses mains se glacer. Quoi de plus naturel, s'il s'était mis un jour à bavarder, devant d'incalculables cafés, au cours de nuits innombrables d'où venait naître enfin ce ferment amer, la maison Usher. Une énorme cloche d'église se mit à sonner. Les invités arrivaient. Souriant, Stendhal se leva pour aller les accueillir.